Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet crucial pour tous ceux qui écrivent ou aiment la romance. Comment créer un conflit qui soit vraiment crédible, vraiment puissant. L'idée, c'est de laisser tomber les clichés pour construire des obstacles qui vont vraiment nous montrer de quoi les personnages sont faits. Alors, on va commencer direct avec cette citation parce que franchement, elle dit tout. C'est un peu la règle d'or, non? Si tout le problème peut se régler avec un simple café, c'est qu'il n'y a pas de problème. Le lectorat d'aujourd'hui, il est malin. Il en a marre de voir des personnages intelligents qui, comme par hasard, oublient comment communiquer. Le fameux grand malentendu, c'est un peu dépassé, on est d'accord. Il faut aller chercher plus loin. Et voilà où se situe toute la différence. C'est un vrai changement de mentalité. D'un côté, on a le conflit artificiel, un quiproquo, une information qui manque. C'est fragile. De l'autre, le conflit authentique. Et là, c'est du solide. Ça vient des valeurs des personnages, de leurs besoins profonds, de leurs peurs. Le drame, il ne vient pas d'un SMS pas lu, il vient de qui ils sont. Et ça, même en discutant pendant des heures, ça ne disparaît pas comme par magie. Ce qui nous amène au cœur du réacteur, si on veut. Le vrai, le plus grand antagoniste d'une histoire d'amour. Ce n'est presque jamais le rival jaloux ou la famille méchante. Non, non. L'ennemi le plus redoutable, il est beaucoup plus proche, beaucoup plus intime. Alors, la question se pose, non? Dans une bonne romance moderne, qui est vraiment le méchant de l'histoire? Qui se met en travers de leur bonheur? La réponse, vous allez voir, elle est souvent juste sous notre nez. Eh bien voilà. Dans la grande majorité des cas, le méchant, c'est le protagoniste, lui-même ou elle-même. Le plus grand obstacle à son propre bonheur, c'est sa propre incapacité à l'accepter quand il se présente. Tout le conflit, toute la tension ne vient que de ça. Ses peurs, ses blessures, ses mécanismes de défense. Et ce mécanisme, il a une anatomie, une sorte de chaîne logique implacable. Ça fonctionne en 3 temps. D'abord, il y a la blessure, un truc du passé qui a tout changé. Ensuite, à cause de cette blessure, le personnage construit une fausse croyance, une sorte de bouclier, une règle tordue du genre « l'amour, ça finit toujours mal ». Et enfin, l'étape 3, le sabotage. Inconsciemment, il va tout faire pour que la relation échoue, juste pour pouvoir se prouver à lui-même qu'il avait raison depuis le début. C'est tragique, mais c'est comme ça que ça marche. Un exemple très parlant, c'est le syndrome de l'imposteur affectif. On a un personnage qui, au fond de lui, est convaincu de ne pas mériter d'être aimé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va pousser son partenaire dans ses retranchements, il va tester les limites encore et encore, jusqu'à ce que l'autre craque et s'en aille. Et ce n'est même pas par méchanceté, c'est juste pour confirmer sa peur la plus secrète. Tu vois, je savais bien que j'étais pas assez bien pour qu'on reste avec moi. C'est un cercle vicieux, mais c'est incroyablement humain. Bon, on a vu le conflit intérieur. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Maintenant, on passe à la deuxième couche, les obstacles externes. Parce que si le conflit interne, c'est le moteur de l'histoire, les obstacles externes, c'est le carburant qui met le feu aux poudres. Ce sont les pressions bien réelles du quotidien qui viennent appuyer là où ça fait mal. Et là aussi, on oublie les vieux clichés. Les vrais obstacles modernes, ils sont bien plus complexes. On parle de quoi? De devoir choisir entre la carrière de ses rêves à l'autre bout du monde et sa relation, d'avoir un parent malade dont on doit s'occuper, ce qui ne laisse aucune place pour autre chose, ou encore des vrais défis de santé mentale, comme l'anxiété, la dépression. Ce qui est terrible avec ces conflits, c'est qu'il n'y a pas de gentil ou de méchant, il n'y a que des choix impossibles. Regardez la différence avec le conflit familial. Le cliché, c'est quoi? Les parents riches qui n'aiment pas le prétendant pauvre. Bon. La réalité moderne, c'est beaucoup plus subtil. Imaginez plutôt un personnage dont la plus grande qualité est la loyauté. Une qualité admirable, non? Sauf que cette loyauté envers son parent malade l'empêche complètement de s'investir dans une relation. Sa plus grande force devient son plus grand obstacle. C'est ça, un conflit tragique et crédible. Et un point vraiment crucial, surtout quand on aborde des sujets comme la santé mentale. Une histoire authentique ne dira jamais que l'amour peut guérir une dépression ou de l'anxiété. C'est non seulement faux, mais c'est un message dangereux. Non, l'amour peut être une source de soutien incroyable, un pilier, mais le vrai conflit, le vrai défi, c'est d'apprendre à vivre avec, à soutenir l'autre face à une réalité qui ne va pas juste s'envoler. Parce qu'un bon conflit, évidemment, ça ne reste pas plat. C'est comme une boule de neige qui dévale une pente. Ça commence petit et ça devient une avalanche. Il faut une escalade, une montée en puissance qui va pousser les personnages à bout. Voyons un peu comment ça se structure. En gros, on peut voir ça en 3 étapes, 3 niveaux. Au début, c'est le niveau 1, le conflit est latent. C'est la petite pierre dans la chaussure. On sait qu'elle est là, on en rigole, on l'ignore. Puis on passe au niveau 2, la friction. Là, ça commence à irriter, ça cause des tensions au quotidien, des petites disputes. Et enfin, le niveau 3, la rupture. La pierre est devenue un rocher, la friction une blessure ouverte. Le conflit est insupportable et il force à faire un choix radical.
Ce moment de rupture totale vers les 80% de l'histoire, ça porte un nom en dramaturgie. C'est la nuit noire de l'âme. C'est le fond du trou, le moment où tout explose. Et le point le plus important à retenir, c'est que ce n'est pas un coup du sort, ce n'est pas un accident. C'est la conséquence logique et directe de la peur fondamentale du personnage qui prend le dessus. Oui, j'insiste là-dessus. La crise, la rupture, elle doit être de sa faute. Le personnage doit faire une erreur, une grosse erreur. Poussé par sa peur, il doit faire quelque chose qui brise la confiance, qui sabote tout. C'est cet acte, cet auto-sabotage ultime qui va enfin le mettre face à son propre reflet, sans aucune échappatoire. Et ça nous amène à la clé de toute transformation de personnage. C'est une sorte de calcul émotionnel. Le personnage ne changera que lorsque le point de bascule est atteint. Quand la douleur d'avoir perdu l'autre devient plus insupportable que sa vieille peur de l'amour et de la vulnérabilité. C'est seulement là, quand rester le même fait plus mal que de changer, que la véritable croissance peut enfin commencer. Au final, on pourrait presque dire que créer un bon conflit, c'est un acte de sadisme empathique. Ça sonne un peu bizarre, mais l'idée est là. Il faut aimer ces personnages assez fort pour être absolument sans pitié avec eux. Les mettre dans des situations impossibles, les forcer à regarder leurs pires peurs en face. C'est le seul moyen pour qu'ils méritent vraiment, qu'ils gagnent leur fin heureuse. La question qui se pose, au fond, c'est celle-ci. Est-on prêt à être assez impitoyable avec ces personnages pour rendre leur histoire vraiment inoubliable? Parce que c'est ça le secret. Oser les pousser dans leur retranchement de la façon la plus juste et la plus dure possible. C'est comme ça qu'on passe d'une petite histoire sympa à quelque chose qui marque les esprits pour de bon.